Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie? Alors au format podcast et aussi au format vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir à nouveau Xavier parce que Xavier, on avait fait une interview ensemble en mars 2021. Et oui, le temps passe super vite. Et j'ai eu le privilège, pour vous rappeler un petit peu le contexte, d'accompagner Xavier qui, à l'époque, évoluait dans une grande entreprise de l'industrie du jeu vidéo, je vais y arriver, et qui aujourd'hui a complètement changé de vie. Et je vais te donner la parole, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, ton projet, où tu es aussi, parce que tu n'es plus Oui, en France et tu es dans un de tout à mes fait. pays de cœur, le Canada et plus particulièrement Montréal. Donc Xavier, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Très bien. Je suis Xavier Crespo, auteur-dessinateur de la bande dessinée Cohabitation. Donc en effet, maintenant, j'habite depuis 7 ans, à Montréal, après avoir vécu pendant une dizaine d'années à Paris. Et donc voilà, après avoir été pendant pratiquement 20 ans, programmeur dans les jeux vidéo, je suis devenu dessinateur et maintenant, depuis 1 an, j'ai repris, le métier de programmeur. Donc je fais les 2 activités en même temps, donc auteur de bande dessinée et programmeur dans les jeux vidéo. Et à l'époque, donc tu avais quitté l'industrie du jeu vidéo Oui, tout à pour fait. te lancer dans la création de ta BD. Qu'est-ce qui t'avait en fait inspiré à quitter ce domaine-là? Parce qu'en fait, mon projet de bande dessinée est un projet que j'ai depuis toujours, en fait, depuis que j'avais 16 ans, j'ai commencé cette bande dessinée et j'étais arrivé à un moment de ma vie où et surtout du projet, où il était mature, où je voyais que j'étais dans la bonne direction, qu'il pouvait sortir, mais avoir 2 activités en même temps était très difficile pour le faire et je me suis dit: «Il faut que je me concentre à 100 dessus si je veux qu'il sorte un jour». Donc, j'ai quitté la société dans laquelle j'étais, je me suis lancé à plein temps dedans pendant 1 an, et j'ai pu faire en effet, donc, je t'avais contacté justement avant de quitter pour avoir des conseils, des orientations et après, avoir travaillé sur ce projet, j'ai pu le finir et lancer le premier financement participatif, au bout d'1 an pour pouvoir concrétiser ce projet avec la maison d'édition MX Éditions et commencer à distribuer et commencer à faire connaître ma bande dessinée. Et c'est vrai que ces, 2 premières années ont été très intenses et je me suis rendu compte avec le recul que, je n'aurais pas pu réussir à faire ce lancement, s avec une activité à côté, de salarié. Maintenant que c'est lancé, le projet continue, mais vu que toute la mise en place a été faite, ça m'a permis de reprendre une activité, dans les jeux vidéo, parce que le démarrage qui était très prenant et très demandant a été fait. Voilà. Alors tu te rappelles à l'époque des défis que tu avais rencontrés, des obstacles que tu as dû surmonter pour pouvoir te Oui, lancer dans cette aventure-là? alors, j'oublie peut-être des choses parce que c'était il y a quand même un petit moment, mais le plus gros défi, ça avait été de m'assumer. C'était de m'assumer en tant que dessinateur, en tant que ce que je voulais faire. Je me rappelle un des exercices que tu m'avais proposé à l'époque, ça avait été, qui m'avait été, je pense le plus aidant pour m'assumer, c'était: «Ben, Xavier, tu veux devenir BDiste, il va falloir que tu contactes des BDistes pour avoir des conseils de Oui, leur je m'en part, rappelle, quoi». ouais. Mmh. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis dit: «Ah bon, mais comment je vais faire?» Bref, j'ai réussi à le faire et c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte que, ben, oui, j'étais un BDiste amateur, mais j'étais un BDiste et je me suis professionnalisé et maintenant je suis un BDiste professionnel et c'est une étape qui a été, très importante. Ça a été de s'accepter, accepter qui tu veux être et en fait comprendre, ben, que c'est ce que tu es aussi, quoi. Et à l'époque, déjà, je me souviens que tu avais fait une rencontre parce que ça aussi, c'est, on va dire, pourtant je suis très pragmatique, très terre à terre, etc. Mais il y a quand même des choses que je n'arrive pas à expliquer. Je me rappelle que tu avais fait tu avais discuté de ton projet à un parent d'élève, hein, c'est bien ça, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Et que lui, il t'avait posé les questions où est-ce que tu en étais dans ton projet et qui ensuite, quand il t'a entendu parler de ton projet, il t'a dit: «Ah bah, je devrais te faire rencontrer», c'était quoi, son voisin, c'est ça? Non, 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 c'est même pas, c'était en fait, je te raconte l'histoire, donc c'était pas longtemps après que tu m'aies dit: «Il faut que tu rencontres un pédéiste, un dessinateur de bande dessinée pour lui poser des questions». Donc j'avais envoyé quelques mails à des dessinateurs
Et une semaine après, j'emmène ma fille qui avait 5 ans à cette époque-là à l'école. Je croise un père d'une amie à ma fille, on discute, on s'échange nos noms et je vais au travail et donc je dis à ma femme: «Bon voilà, j'ai rencontré, tel parent, il s'appelle un tel» et puis elle me dit: «Mais tu sais, c'est un auteur de bande dessinée». Je fais: «Ah bon?» Et puis je regarde et en effet, alors je le connaissais pas, mais en effet, il fait des bandes dessinées, il est assez connu et je me dis et et en plus, une semaine après, il nous invitait à l'anniversaire de sa fille avec, un apéritif entre parents et donc, bah, ça a été l'occasion, j'ai discuté avec lui, je lui ai parlé de mon projet, je lui ai montré mon projet, il m'a donné beaucoup de conseils et ça a été vraiment, une belle opportunité et puis, une belle connaissance car je suis toujours en contact avec lui et je le remercie toujours pour ce démarrage car il m'a donné de très bons conseils sur mon projet, au niveau graphique et ça m'a aidé vraiment, à me lancer et en effet, au niveau du timing, c'était parfait. Ouais. Ouais tu te souviens à cette époque aussi d'où elle t'était venue, cette idée? Parce que tu l'avais déjà, hein, je me rappelle que c'était dans un coin de ta tête et que tu avais déjà commencé à formaliser des choses. Mmh Mais mh. d'où t'est venue cette idée de cette BD et que signifie aussi le titre? Parce qu'il y a des personnes aussi qui vont se poser la question. En gros, l'univers de, cohabitation. Alors cohabitation, en fait, j'ai eu cette idée, quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, parce que je suis un gros lecteur de bandes dessinées, de comics et de mangas et à cette époque-là, quand je voyais des bandes dessinées avec des adolescents qui avaient des aventures, j'aimais bien me reconnaître en eux, mais petit à petit, les héros devenaient, des surhommes qui parce qu'ils s'entraînaient, ils avaient des pouvoirs, ou c'était le fils d'un roi ou un élu. Bref, au bout d'un moment, je me reconnaissais plus dans ces héros parce qu'ils étaient, de simples adolescents, ils devenaient à héros Mmh. et en fait, je me suis dit: «Ben, j'ai envie de créer une bande dessinée» parce que je dessinais beaucoup à cette époque-là. Je vais créer une bande dessinée où un adolescent, comme moi, vit ses aventures, mais il sera jamais plus fort que moi. Ce sera un adolescent du début jusqu'à la fin de l'histoire. Il sera jamais: «Ah tiens, en fait, il a un père caché qui est un super dieu» ou un quelque chose comme ça et c'est parti de là, en fait et au fil des années, donc je l'ai fait ça, pas pour en faire un métier, mais par amusement, par passion et puis, en fait, j'ai grandi avec, cette bande dessinée que j'ai recommencé plusieurs fois parce que je grandissais et puis, en fait, je me suis rendu compte que, bah, mon dessin a changé, il était pas mature et même au niveau de l'histoire, en grandissant, je me suis aperçu que j'avais besoin de mettre dans cette histoire et ben, tout ce que j'avais compris ou ce que j'avais besoin de comprendre de la vie et certains messages. Donc, petit à petit, j'ai, mmh, ajouté à cette histoire divertissante des messages pour le Xavier adolescent, pour lui dire: «Tiens, voici des messages pour de développement. Tiens, est-ce que tu as réfléchi à cet aspect de la vie?» Et du coup, j'ai pu mêler le côté divertissement et c'est mon but dans cette BD de divertir avec de l'humour et beaucoup d'aventure, mais aussi mettre, des messages pour les adolescents et même aussi pour les adultes, pour réfléchir sur la société, réfléchir sur soi-même. Par exemple, dans le premier tome, les messages principaux que j'aborde sont la surconsommation, l'intimidation, la confiance en soi, la tolérance, mais de façon, à ce que le lecteur, le comprenne par lui-même et se pose les questions. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a plusieurs degrés de lecture, en fait. C'est-à-dire, il y a des Mmh. lecteurs qui vont même pas voir, ils vont voir que l'humour et l'aventure et c'est pas grave. Et puis d'autres qui vont voir: «Ah mais il y a tel détail dans la bande dessinée ou tel texte ou quelle situation qui me font penser à des choses dans ma vie et voyons ce que fait le héros ou l'héroïne et voilà ce qui va permettre à eux à réfléchir». Ouais, je me rappelle que moi aussi, quand je lisais, certains mangas, ou voire même bande dessinée, j'essayais toujours de piquer une phrase à un personnage qui pourrait me servir, qui aurait pu me servir à l'époque, dans ma vie de tous les jours ou, me dire: «Tiens, c'est vrai que tel personnage, ah il a la répartie, ah j'aimerais bien aussi avoir la même confiance, en lui», et cetera. Donc je vois très bien de quoi tu parles et ça m'étonne pas d'une certaine manière que tu décides, d'utiliser toi tes capacités créatives et de dessin pour pouvoir, apporter peut-être aux autres ce qui t'a manqué, dans ta vie, comme on le fait, Ouais, très souvent, quoi. tout à fait. Tout à Mmh. fait, c'était, avoir
peut-être pas un modèle, mais quelqu'un qui me ressemble et qui t'offre. Parce qu'en fait, aussi, ce que je voulais éviter, c'est que éviter certains clichés qui, en grandissant, je me rends compte que ben, le cliché, des fois, il est faux ou il t'amène pas dans la bonne direction. Et c'est ça aussi que je voulais, c'était casser certains clichés et donner des choses plus pertinentes, des messages un peu plus pertinents. Après aussi, je laisse une liberté aux gens de l'interpréter et de le comprendre comme ils veulent aussi. Mmh. Et pour en revenir à ta question, pourquoi cohabitation? Donc, même si le héros est un adolescent dans notre société contemporaine, il rencontre en fait dans l'histoire, donc c'est qu'est-ce que fait un adolescent comme nous face à des situations extraordinaires. Et là, la situation extraordinaire, c'est l'invasion extraterrestre, où il va rencontrer justement une jeune fille extraterrestre qui, elle, vient de cette société qui est beaucoup plus évoluée, aussi bien au niveau technologique que spirituellement. Et en fait, ça va être ça leur aventure, c'est comment ils vont cohabiter ensemble. Et ce mot cohabitation, ça va même pas même plus loin que juste ces deux peuples, parce qu'en fait, petit à petit, on va voir que la vie est une cohabitation avec les autres, que ça soit ton voisin, que ce soit tes amis, que ce soit ceux avec qui tu n'aimes pas. Que, par exemple, là, tu es sur la scène à l'écran d'intimidation, ben, ça peut être vécu de façon différente, mais au bout d'un moment, tu peux pas l'éviter, car Mmh. cet intimidateur fait partie de ton école, par exemple. Ça arrive souvent. J'aborde ça en école, et souvent, oui, il y a toujours dans les classes quelqu'un qui a vécu ce genre de choses. Et donc, moi, je partage en effet, comme tu disais, ça, ça a grandi avec moi, cette bande dessinée. Il y a beaucoup de scènes dont je me suis inspiré de ma propre vie. Par exemple, la scène d'intimidation qu'on voit dans ce premier tome, c'est, à quelques détails près, c'est ce que j'ai vécu euh, adolescent. Et ça s'est quand même, après que ça s'est fini, moi, j'en ai tiré des leçons qui m'ont servi pour plus tard, justement, au niveau de la confiance en soi, que certaines situations peuvent changer si on les prend du bon côté. Je te rassure, hein, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, le type qui nous regarde bizarrement et qui nous demande après pourquoi on le regarde, alors que lui-même, il nous regarde, etc. Bon, on va dire, c'était la routine, il fut un temps. Mais aujourd'hui, bon, Oui, heureusement, les choses ont changé. Et mais encore. pas et encore, parce que justement cet été, j'étais dans un festival de bande dessinée, tu vois. Et pendant ce festival, j'ai fait une animation justement pour présenter les secrets de ma bande dessinée. Est-ce que vous avez vu tel détail? Et quand j'ai abordé justement cette scène d'intimidation, eh ben, il y a une petite fille qui devait avoir 7-8 ans qui m'a dit, ben oui, moi ça m'arrive à l'école. Donc c'est quand même, tu vois, même de nos jours, 7-8 ans, moi quand je me suis fait intimider, j'étais un peu plus grand, j'avais 12-13 ans, mais déjà à 6-7 ans, c'est jeune. Moi, ça, je dois avouer que je l'ai pas montré, mais ça m'a un peu surpris. Je me dis, ben oui, dès cet âge-là, quoi. Donc Hmm. c'est toujours d'actualité. Même si des fois ça se voit un peu moins. Mais ça se fait aussi de façon différente. L'intimidation de nos jours, ça se voit beaucoup avec les enfants aussi, par les réseaux sociaux. C'est différent à notre époque où ça n'existait pas. Mais là, maintenant, l'intimidation a changé. Il faut faire toujours très attention avec nos enfants là-dessus. Donc tu te bases et tu t'inspires de faits vécus, mais de faits observables. Oui. Et dans ton processus de création, comment est-ce que tu t'y prends pour passer de la conception à la réalisation? Comment est-ce que tu t'y prends dans le processus créatif? Alors bah, déjà, en effet, c'est des choses que j'ai vécues ou que j'ai aimées, que j'ai vues chez d'autres choses dans mon quotidien. Et après, une fois que j'ai des thèmes que j'aime, que ça soit, des fois, c'est quelque chose de divertissant, amusant. Ah, j'ai envie de l'intégrer dans ma bande dessinée. Ou quelque chose, une scène d'action, ou autrement, des thèmes plus inspirants. Quel que soit le sujet, en fait, après, je vais l'assimiler, le personnaliser. Qu'est-ce que je veux donc ça, ou ça m'a inspiré, mais qu'est-ce que moi je veux véhiculer comme message? Et après, je vais faire mon scénario, mon histoire, que ça soit cohérent. Ça, c'est une phase qui est très longue, faire un scénario, parce que souvent on a plusieurs idées, mais on n'a pas les liens entre, et ça demande du temps, ça. Par exemple, c'est pour ça que j'ai pris, avant de me lancer pleinement dans le premier tome, j'ai pris du temps pour faire mon scénario de l'histoire
global de ma bande dessinée. Cohabitation, c'est une série en plusieurs tomes qui veut aller quelque part. Donc j'avais besoin de savoir où j'allais. Je ne fais pas le premier tome sans savoir ce que va être le deuxième tome. Je ne sais pas exactement dans les détails, mais je sais à peu près la direction que je prends. Donc comme ça, j'ai pris du temps pour voir les implications. Tiens, dans tel tome, je parle de ça et ça va avoir des répercussions dans tel tome, ou dans tel tome, ça va avoir des répercussions sur celui-là, etc. Et une fois que la série en elle-même avait une histoire qui avait un début, un milieu et une fin, j'ai commencé à réfléchir à un tome particulier. Donc là, le tome 1, je l'ai travaillé au niveau du scénario, puis j'ai commencé à faire les dessins, donc toute la bande dessinée au brouillon, pour voir si ça fonctionne. Et après, forcément, je la fais lire, souvent à mon éditeur, mon éditrice qui me fait des retours et qui, là, c'est le côté un petit peu difficile au niveau de l'auteur, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter et entendre les critiques, parce que des fois, c'est, c'est, c'est pas agréable à entendre, pourtant, c'est toujours judicieux et il faut savoir écouter pour améliorer les choses. Car un éditeur fait pas des critiques juste pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Il y a aussi des bonnes raisons, il t'explique pourquoi et ça te permet d'avancer et de t'améliorer. Mmh. Et une Et, fois que tout ça tient place, ben alors à ce mmh. moment-là, je commence à faire les dessins finaux. Et ça doit être en plus compliqué puisque tu me disais que maintenant tu fais des collaborations avec d'autres artistes. Donc Tout comment à est-ce que fait. tu fais pour travailler avec eux? Alors, en effet, vu que j'ai repris une autre activité dans les jeux vidéo à côté, ben, j'avais besoin d'avancer quand même rapidement sur un tome qui ne prenne pas des années à être fait. Donc, je collabore maintenant avec deux artistes. Et donc, ce que je fais, c'est que moi, je travaille sur le scénario et je fais la bande dessinée au brouillon. Et elles, les deux collaboratrices, il y en a une qui s'occupe de faire les décors et une autre qui fait les personnages au propre, en fait. Donc, ce qui permet que moi, je m'occupe de la cohérence du scénario et des dessins, et elles vont permettre d'avancer sur l'aspect graphique final, en fait. Ok. Et quand tu parlais tout à l'heure de, de l'accueil que le premier tome a pu avoir quand tu disais que tu parlais de ce tome-là à des enfants, mais tu as fait aussi référence des écoles. Tout Tu à pourrais fait. m'en dire un petit peu plus? Oui, après avoir sorti le tome 1, ce que j'avais vu notamment avec le BDiste que j'avais eu que j'avais vu avec l'ami de ma fille, c'est là où j'ai vu que une part importante aussi d'un BDiste, c'était aussi de faire des ateliers en école pour pouvoir parler de ce qui lui est cher, parce que ce que tu véhicules dans ta bande dessinée, souvent, c'est des thèmes qui te sont chers. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'on veut transmettre un message par le bande dessinée, mais on peut aller directement en école et transmettre ce message directement aux élèves. Donc, j'ai développé des ateliers qui ont été validés par le ministère de la Culture de Montréal et du Québec. Et comme ça, je peux les proposer officiellement aux écoles du Québec. Et donc, j'ai fait déjà plus d'une dizaine d'écoles, donc je ne peux pas compter le nombre d'élèves que j'ai vus, ça dépasse la centaine. Et donc, ces élèves, dans la majorité du temps, ont lu ma bande dessinée avant la rencontre, ce qui nous permet de discuter de comment ils lisent la bande dessinée, est-ce qu'ils voient les différents niveaux de lecture de la bande dessinée, car je leur explique que ce n'est pas seulement lire le dialogue et voir ce qu'il y a à l'image, mais des fois on peut interpréter les choses, faire des liens, et c'est là où on peut discuter en effet des thèmes que j'aborde, en plus du côté rigolo, où je fais des petites références à la pop culture. Je fais aussi, comme j'ai dit, référence à des thèmes de confiance en soi, d'intimidation. Et là, je peux en discuter. Et là, c'est vrai que les retours sont très bons. Ça fait très plaisir. Donc, j'ai vu dans ces ateliers, les âges ont varié. J'en ai fait à des adolescents de 8 ans et jusqu'à 20 ans. 20 ans, non. Et les retours sont différents parce que c'est ça qui est agréable, c'est que tu t'adaptes à qui tu es en face. Et c'est c'est beau de voir aussi leur compréhension parce qu'ils comprennent des choses que des fois, même, il y a certains détails que moi, j'avais même pas fait attention et qui m'ont sorti. Je dis, ah ben, écoute, c'est très bien ce que tu dis. Moi, j'avais même pas fait attention alors que c'est moi qui l'avais fait. Mais oui, c'est très pertinent. Et le retour est très bon. Ça m'est arrivé plusieurs fois à la fin de l'atelier, qu'il y ait des élèves qui viennent me voir et qui me disent, avec des étoiles dans les yeux, tu sais, monsieur, c'est la meilleure BD que j'ai vue, quoi. Alors là, tu dis, ah, ça me fait vraiment plaisir, quoi, qu'on te dise ça. Tu dis,
ben, je persévère parce que moi, j'aime le faire. Mais en plus, c'est aimer. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est un sentiment, ben, donc dans les écoles, comme je t'ai dit, ça m'est déjà arrivé, mais aussi en festival. En août, j'ai fait un festival de bande dessinée où j'étais sur mon stand et je vois un père et son fils qui avaient une dizaine d'années qui arrivent et je vois que l'enfant, comme beaucoup, ça arrive, ils viennent avec leurs propres dessins. Ça m'arrive beaucoup de voir les jeunes qui me montrent leur bande dessinée, je leur donne des conseils, je leur dis ce qui va pas, mais souvent il y a beaucoup de talent et c'est très bien. Donc il arrive avec ses bandes dessinées, et puis donc il se présente, bonjour, et là je vois sur son cahier un dessin qui m'interpelle, je dis tiens c'est marrant, ça me fait penser à mes personnages, donc je dis est-ce que je peux voir tes dessins, donc il me montre, et là je vois sur sa page tous les personnages de ma bande dessinée. Je lui dis ah bah tu as déjà ma bande dessinée et tout, il me dit non. Je dis bah, tu as dessiné tous les personnages, donc un ami t'a prêté ma bande dessinée? Non, je viens justement pour l'acheter. Et son père, il m'explique, ben oui, ça fait une semaine qu'en prévision de ce festival, il s'est renseigné sur Internet et il n'arrête pas de se renseigner Ça, sur c'est vous fort, et il a ça. dessiné tous vos personnages. Donc je me suis dit, il y a quelqu'un qui a fait mes dessins de tous mes personnages, j'ai très bien fait, alors qu'il n'a pas encore lu la bande dessinée, quoi. Et ça m'a fait très plaisir. Je me dis, waouh, c'est quelque chose, quoi. Donc ça m'a vraiment, ça nourrit ce genre d'expérience, quoi. Donc ça te nourrit toi, ça nourrit aussi tes lecteurs. Donc tes Ah bah lecteurs, oui. d'une certaine manière, alors je n'ai pas envie d'utiliser le terme influenceur parce qu'il a tellement été utilisé à tort et à travers. Et aujourd'hui, quand on parle d'influence, c'est Non, voilà, non, enfin aux influenceurs actuels alors, d'aujourd'hui. Non, mais comment est-ce que tu vois l'impact, toi, de ton travail sur les jeunes? bah, comment je le vois? Bah, comment je le vois? Moi, ce que je veux, c'est pas les influencer comme tu disais avec les influenceurs, mais c'est plutôt heu, les inspirer en se disant: «Tiens, regarde dans telle direction. Si tu te poses des questions, tiens, essaye de regarder dans telle direction». Parce que des fois, quand tu as un problème, tu sais pas où aller et c'est pas de te donner la réponse, mais c'est te dire: «Regarde dans telle direction, peut-être que tu trouveras une solution qui te convient». Et c'est surtout leur montrer que, il y a des pistes possibles pour des gens comme eux, en fait. Parce que, comme je disais, quand les héros de bande dessinée te ressemblent pas, bah, tu peux pas suivre ce qu'ils font. Tandis que là, vu que les personnages sont vraiment humains, ça peut te donner des clés et de l'inspiration pour chercher de ton côté. Mmh. Euh, donc oui, en tout cas, voilà, j'espère que je leur donne envie de trouver les qualités qu'ils ont en eux. Souvent, quand je leur montre leur dessin, et il y en a qui me disent oui, bon, ben, par rapport à vous, je dessine pas très bien. Mais attends, tu as 10 ans, là tu vois mes dessins, j'ai 45 ans, tu n'imagines pas les dessins que je faisais à ton âge, quoi. Et d'ailleurs, sur mon Instagram, c'est ce que je fais souvent, c'est que je partage des dessins quand j'avais 15, 18 ans pour que les gens se rendent compte que ben non, je dessine pas comme ça maintenant. Ça a été beaucoup de travail, ça a été de l'entraînement, et que non, il y a des enfants qui ont l'impression qu'ils sont pas bons, alors qu'en fait ils sont très doués. Et souvent c'est la persévérance, et c'est souvent ce que je te dis, ce que je dis à certains. Des fois on dit oui, le talent, il y en a qui ont un don inné, mais des fois le don c'est d'être persévérant. Parce que si tu as un don du dessin, je vais prendre le dessin, mais ça peut être n'importe quoi. Tu as un don du dessin, mais tu n'en fais rien, ben ce don il se perd. Par contre, si tu n'as pas de don pour le dessin, mais tu aimes dessiner et que tu es persévérant, ben, tu vas y arriver. Moi, je sais très bien qu'il y a des dessinateurs qui dessinent beaucoup mieux que moi. Et puis, il y a des dessinateurs qui dessinent beaucoup moins que moi. Mais il a fallu aussi que je passe par la phase de, ben, peu importe s'il y a mieux ou moins bon, moi, il faut, est-ce que le dessin que je fais me plaît à moi? Et je serai persévérant pour atteindre. Moi, le tome 1, si j'ai mis beaucoup de temps à le sortir, c'est que je n'étais pas satisfait de mon dessin par rapport à ce que j'attendais de moi, pas en me comparant. Et quand je l'ai sorti, c'est que ça y est, je me suis dit, c'est bon, maintenant je suis satisfait de ce que je fais, je peux le partager, et je pourrais le partager avec fierté, parce que je serai fier de ce que j'ai fait. Donc voilà, donc être persévérant, Tu as eu de c'est la vraiment chance aussi un don. d'être passé par ce moment de lucidité d'une certaine manière, parce que en général, les artistes, ils sortent toujours leur création, mais ils sont jamais réellement satisfaits à 100% ou
ou contents de leur travail. C'est ce qui fait aussi qu'il y a énormément de personnes qui sont talentueuses, qui font des trucs super, qui, ça se trouve, ça marcherait super bien et encore, tout dépend de ce qu'on entend par ça marcherait, mais en tout cas, des personnes qui sont talentueuses, mais qui gardent leur œuvre pour elles parce Mmh, que elles sont tout à fait. jamais satisfaites. C'est aussi, tu vois, le syndrome de l'éternel insatisfait et quand on est dans la création, la créativité, c'est c'est toujours un petit peu compliqué, tu vois, de Ouais. pouvoir montrer aux autres ton œuvre. D'une certaine manière, c'est comme si tu donnais une petite part de toi, en plus, aux personnes qui ne te connaissent pas. Donc tu as toujours des appréhensions, la peur d'être critiqué ou de ne pas être compris ou peut-être, la Mmh. peur du rejet. Enfin, tu as plein de peurs qui sont associées à ça. Donc, bon, en tout cas, c'est plutôt encourageant pour les personnes qui peut-être veulent écrire un livre ou peut-être aussi qui, comme toi, veulent développer leur BD et puis la faire naître. Et tu as eu raison finalement, parce que quand tu as des retours de Ouais. lecteurs ou de lectrices ou de petits lecteurs et lectrices qui te disent tout ça, bah, tu te dis, bon, bah, tu 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 te sens utile, quoi, tu vois? Dans ce genre de cas Ah et qu'en oui! plus tu mets à contribution ta créativité qui permettra aussi, de nourrir les autres. Donc ça, c'est super. Donc, finalement, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il y a le tome 2 qui va sortir. Et le top 2, ah oui, il est en précommande là, en sociofinancement parce Ouais. qu'il sortira donc, cet été. Donc, vu que ça sortir une bande dessinée, comme je vous ai dit, maintenant je le fais avec des collaborateurs. Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande, beaucoup de talent et c'est pour ça qu'on sort les précommandes pour commencer à concrétiser, et avoir les fonds pour pouvoir imprimer et distribuer, ce deuxième tome. Alors bien sûr, pendant, ce financement, on peut commander bien sûr le tome 1, la genèse. La genèse, en fait, c'est un livre sur cohabitation qui, justement, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire comment j'en suis arrivé à créer cohabitation avec, des dessins exclusifs de, justement, les premiers dessins de Thomas et de Kamina aussi, l'héroïne et la comparaison avec les finaux et on voit que, ben, le dessin a beaucoup évolué, l'histoire a beaucoup évolué et j'explique tout ça. Il y a aussi, des packs de livres pour, enfants et aussi, ben, le dernier pack, je propose même pour ceux qui veulent contribuer, à être dessiné par moi. C'est-à-dire que le contributeur sera dessiné dans la BD tome 2, dans une vignette de la tome 2. Et donc voilà, c'est en cours. Le financement s'arrêtera le 3 décembre, donc n'hésitez pas à aller regarder. Heu, Tout est décrit sur les pages. Il y a, où commander, les bandes dessinées, donc forcément, il y a un large choix et il y en a pour tous les budgets. Et il faut aussi dire pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui n'ont pas le visuel, que là, à l'heure où on est en train de parler, il y a Oui, 60 de l'objectif final qui est atteint. tout à fait. Donc, il reste encore 18 jours. Donc c'est ouais, le bon moment, c'est maintenant et c'est aussi la possibilité d'apporter sa contribution et d'apporter aussi sa pierre à l'édifice, à l'éducation des jeunes et à la créativité. Donc c'est un soutien à la créativité et aux créateurs surtout, sachant que bon, on n'en a pas parlé, mais je pense que tu en as déjà entendu parler de ChatGPT, de l'intelligence Oui, artificielle. Je bien fais sûr, semblant de ouais, poser ouais. les questions, mais je me doute que la réponse est affirmative, tu vois? Et qu'il y a énormément de questionnements et de remise en question, bah, des métiers créatifs, des métiers qui sont dans la rédaction, tous les métiers intellectuels de toute façon qui vont être Oui. amenés peut-être à se remettre en question vis-à-vis de l'usage de l'intelligence artificielle dans le processus créatif ou l'usage de l'intelligence artificielle aussi même pour gérer des tâches professionnelles, des activités professionnelles, etc. Donc il y a énormément de questions qu'on se pose par rapport à ça. Donc c'est aussi une manière aussi de mettre en avant la créativité parce que les processus de créativité de plus en plus, ils sont en train de se réduire au profit justement de la logique financière. Mmh. Donc, d'une certaine manière, toi, c'est une façon, peut-être de te libérer d'une certaine façon, de toutes les contraintes financières que tu pourrais peut-être avoir dans une maison d'édition. Je pose la question comme ça parce que
Moi, je m'y connais pas du tout, mais j'entends très souvent des auteurs, des créateurs dire que voilà, leur éditeur leur ont demandé de faire ci, de faire ça, ou de modifier telle chose, etc., ou de le rendre dans tant de temps, etc., avec un délai assez court. C'est Tout à fait. Oui, c'est sûr que, heu, la maison d'édition MX Éditions là, que et me laisse beaucoup de marge sur, vu que c'est une petite maison d'édition indépendante, je suis complètement, libre de mes sujets, de mon sujet, de la façon que je fais, ma bande dessinée, du moment que ça suit la ligne éditoriale, vu qu'on a une ligne éditoriale commune qui est divertir et s'éveiller, donc divertir le lecteur, mais aussi lui donner des clés intéressantes, pour son développement. Et après, oui, c'est sûr que certaines en fait, on est un petit peu en dehors du système, en fait. On a voulu, garder cette indépendance et c'est pour ça qu'on demande directement au lecteur, heu, de, commander, de nous soutenir, plutôt que de demander directement aux librairies ou aux distributeurs ou aux maisons d'édition, en fait. Donc on va directement, voir le lecteur. mmh et tu as des aspirations pour l'avenir? Aussi bien professionnellement que personnellement, hein? Ben, continuer comme ça. Là, justement, avec les collaboratrices au niveau du rythme, le rythme est accéléré, c'est-à-dire qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y a beaucoup de temps qui se sont passés, mais parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, pas forcément la BD, comme j'ai dit, une fois que la BD est sortie, j'ai dû mettre en place ces ateliers. Il y a eu beaucoup de choses entrepreneuriales à mettre en place. Ça a pris du temps. Ça m'a pris pendant 1 an, j'ai pas pu dessiner parce que ça a pris du temps pour faire ça, pour partager. En plus de la bande dessinée, c'était les ateliers. Ça m'a pris du temps à faire. Et donc maintenant, le rythme est beaucoup mieux. Il y a un bel équilibre. Donc continuer comme ça pour essayer de sortir tous les ans ou 1 an et demi un tome de cohabitation. Donc là, je suis en train de faire le 2, mais je commence déjà à réfléchir au 3 pour justement pas qu'il y ait trop de latence entre les 2. Heu et puis voilà, là après, en effet, je reviens sur le financement, ben, ça va nous aider beaucoup pour le financement participatif parce que on veut aussi proposer, des en plus de l'histoire et de ce qu'elle apporte, c'est aussi, ben, un beau produit, c'est-à-dire que c'est imprimé, avec des imprimeurs locaux, on a des prestataires locaux. On utilise du papier, 100 recyclé. Donc, voilà, on essaye aussi pas de faire ça sur du papier de mauvaise qualité juste pour avoir un bénéfice. Non, notre objectif aussi, c'est de partager quelque chose au bon prix, de qualité, qui puisse, rester dans le temps et qui puisse plaire, en fait. Oui, donc il y a une démarche aussi RSE. Donc RSE, pour ceux qui sont pas Tout à fait. familiers avec l'acronyme, c'est responsabilité sociétale et aussi d'autres personnes qui disent sociale des entreprises. Donc il y Tout a à fait, aussi ouais, une préoccupation. Bah, aujourd'hui, je pense que de toute manière, ça rentre dans à la fois bah, toi, ta cohérence avec tes propres valeurs et ta propre perception des exactement. choses. Et puis, ça permet bah, de s'adapter par rapport aux obligations, aux contraintes ou voire même tout ce qui est d'actualité. Mmh, Donc, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est faire dans ce projet, refléter nos valeurs humaines, les refléter dans cette entreprise, dans ce projet, hein et c'est même pourquoi aussi ce financement, ça nous permet aussi d'avoir un un stock de bandes dessinées, même du tome 2, parce que, pour les écoles, le tome 2 permettra d'aborder d'autres sujets. Chaque tome est une continuité, on va dire, scénarique, mais au niveau des thèmes abordés, même s'il y a des thèmes qui vont revenir, il y a aussi de nouveaux thèmes pour, que les enfants aient d'autres thèmes à réfléchir sur eux, sur la société qui les entoure, et c'est donc le deuxième tome, il y a d'autres thèmes que je pourrais ajouter, dans mes ateliers en disant: «Ben, voilà, le tome 1 abordait tel thème, maintenant avec le tome 2, on peut aborder tel autre thème en école pour discuter avec les élèves et les professeurs». tu aurais des conseils pour des personnes, des aspirants créateurs, créatrices qui souhaiteraient se lancer aussi bien dans
la BD, que le manga, que l'écriture d'un livre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, déjà, bon courage car c'est difficile, mais il faut être persévérant parce que si c'est ce que vous avez envie de faire, mais allez-y, écoutez-vous, parce que arrêter quelque chose que vous avez vraiment envie, vous allez le regretter. Alors oui, des fois, il va y avoir peut-être des moments difficiles, mais demandez-vous, est-ce que j'en ai envie? Parce qu'au final, c'est vous réaliser. Vous allez réaliser votre projet, mais vous allez vous réaliser vous-même. Vous allez pouvoir vous exprimer. Après, c'est sûr qu'on a tous envie, quand on commence comme ça, à être tout de suite très connu, mais en fait, il faut savoir que ça prend du temps. Et quand on voit les, les auteurs connus et qui fonctionnent, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été beaucoup de travail, on se rend pas compte. Donc, souvent, c'est ça. Et beaucoup d'artistes, parce que là, on parle de bande dessinée, donc beaucoup d'artistes, au début, on commence avec 2 emplois, c'est une réalité. Avant de pouvoir en vivre, même, je vois ici des artistes très connus, à leur début, ben, ça a été difficile. Et au bout d'un moment, ils ont réussi à se faire connaître. Et là, ils ont pu vivre de leur art. Mais euh, c'est très rare que quelqu'un vive tout de suite ces projets parce que ça demande du temps à mettre en place. Donc voilà, c'est beaucoup ça. Ben, si ça vous plaît, soyez persévérant. C'est ce que je dis aussi pour ceux qui font les projets comme ça, mais même pour les, comme je disais aux adolescents, que je vois quand ils viennent me présenter leur bande dessinée et tout, je leur dis, ben, parce qu'il y en a des fois qui me disent, ben, moi j'aime lire, mais j'aime pas dessiner. Ben, c'est pas grave. De toute façon, ce que je dis pour la bande dessinée, ça peut être valable pour de la danse ou pour des maths. C'est si tu aimes quelque chose, persévère. Oui, ça sera pas toujours facile, mais si ça te plaît, tu pourras pas le regretter, en fait. Ben, je pense que ça pourra être un très bon slogan pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et c'est marrant parce que tu dis ça parce que hier, tu vois, j'étais aussi avec une ancienne cliente qui, elle, on va dire qu'elle m'a contacté, il lui restait quelques années avant la retraite et elle s'était dit, voilà, j'ai suffisamment, pas perdu de temps, mais je me suis suffisamment mise de côté et pas écoutée pendant toutes ces années parce qu'elle a été plusieurs fois maman, etc. Et puis ensuite, après, bah, forcément, Mm. tu fais plus des choix que pour toi-même et tu fais des choix pour ta famille, donc pour 2, 3, 4, 5 autres personnes. C'est sûr que le moment parfait n'existe pas. C'est un peu comme pour les enfants, c'est jamais le Mm. bon moment et pourtant ça nous en empêche pas d'en faire. Et tout ça pour dire que finalement, oui, c'est important pour soi, donc c'est important de se lancer, de réaliser soit ses projets, ses idées, ses rêves, ses aspirations, appelons ça comme on veut. Mais il y a rien de pire que d'avoir des regrets en Mm, tout à fait. quelques années plus tard, ou d'arriver en te disant: «Bon, bah, voilà, je me suis suffisamment mis de côté pendant plusieurs années, toutes ces années, donc aujourd'hui, bah, je prends ce temps pour moi pour pouvoir me lancer dans ma propre activité» et justement cette personne-là, je l'ai eue hier au téléphone et elle se lance maintenant à son compte dans sa propre activité. Alors oui, il y a des personnes qui me diront: «Oui, mais maintenant elle est à la retraite». Bah, ouais, mais c'est pas forcément évident aussi de se lancer Non, non, non. après plusieurs années comme ça dans une structure en roue libre, à représenter sa propre expertise et cetera et aussi à faire confiance, bah, à ses propres compétences comme tu as pu le faire aussi, où tu as mis à contribution ces compétences, tes appétences aussi en dessin et puis, tous tes intérêts pour certaines thématiques, pour les faire naître dans un projet. C'est pas forcément évident et loin aussi des discours qu'on peut entendre de comme, oui, c'est important de suivre sa passion, mais c'est aussi important de, comme tu l'as dit, de trouver des moyens pour pouvoir concilier à la fois, bah, la réalité, de la Tout à vie, fait. la réalité économique, disons-le, comme ça et puis, bah, ses projets, ses aspirations qui est à côté et c'est pas parce que c'est compliqué, que c'est impossible ou c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut lâcher l'affaire aussi, Heu, tout comme toi aussi, moi, je me suis lancé dans un projet, j'avais jamais entrepris quoi que ce soit dans ma vie. C'était pour moi très compliqué parce que j'étais plutôt du style à abandonner dès que voilà, je perdais un petit peu ma foi en mes capacités, et je me lassais très, très vite des choses. Aujourd'hui, tu vois, ça fait quand même presque 10 ans que j'ai quitté le salariat et ça va faire bientôt 10 ans
que j'ai créé ma propre structure. Bon, bah, je touche du bois, hein, mais je suis toujours là, même si, voilà, il y a eu des petites complications, même si aussi j'en ai profité pour lancer un 2e projet et m'associer avec quelqu'un. Bon, là, c'est la grosse news. Je vais me défaire de ce projet-là aussi parce qu'il y avait vraiment des choses qui n'allaient plus du tout dans ce projet, pour pouvoir me reconcentrer aussi sur mon activité de base et mon activité d'indépendant. Donc Mmh. oui, c'est jamais facile, mais heureusement que c'est pas facile parce que sinon on n'aurait pas vraiment de goût à la réussite et on n'apprécierait pas forcément, Puis on la réussite. grandirait pas, hein. Bah, bien sûr, tiens, bah, on parle de jeux vidéo, il y a pas si longtemps que ça, et j'ai un ami qui m'a expliqué que quand il joue, à certains jeux vidéo sur sa Switch, il hallucine de voir que ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo que nous, on avait à l'époque dans les années 80-90. Je parle même pas des années 80 parce que c'était tellement dur, mais les années 90 qui pourtant c'était des jeux où on commençait à s'y retrouver en termes de gameplay, de jouabilité et de plaisir à jouer, mais ça restait quand même assez punitif. Il fallait que tu sois un expert du niveau pour pouvoir le passer, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a certains jeux et tu sais comme moi, hein, il y a certains jeux qui, plus tu meurs, plus le jeu réduit la difficulté et Oui. parfois même il te met en automatique pour passer directement au niveau suivant. Bon, bah, c'est dommage parce que ça nous apprend pas forcément la persévérance ou, on a trop tendance peut-être aussi à se baser sur, quelque chose qui serait automatique, qui nous permettrait dans la facilité pour passer cet obstacle et pourtant, c'est comme tu le dis, ces obstacles qui nous permettent de grandir. Mmh. Mmh, Et puis, chacun aussi, parce que c'est bien de voir un petit peu l'histoire de chacun, que voir, ben, tiens, il a eu tel parcours, mais il faut pas oublier que chacun a son histoire. Donc, pas éviter de se comparer. Être inspiré par les autres, oui. c'est sûr, Essayer de se comparer, non. C'est chacun son histoire. La dame qui est retraitée, qui va lancer son truc, eh ben, c'est bravo à elle. Il faut pas se comparer. Il faut pas qu'un petit jeune de 20 ans qui lance sa société se compare à elle. Non, chacun son histoire, chacun ses challenges, chacun ses objectifs et ses rêves différents. tout à fait. Mmh. C'est pareil aussi pour, aussi bien pour l'échec que la réussite, hein. Ça sert à Ah rien de oui, se comparer, tout dépend du contexte de base et même, les méthodes de réussite en général, bon, bah, ça a été valable pour une personne dans un contexte bien spécifique avec tout à les fait. mêmes moyens, humains, financiers, matériels et cetera. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte donc, on Oh, peut pas reproduire une équation, pour tout le monde, non. hein, bien évidemment. Ouais, sinon, ça se saurait. Ça serait, ouais. Tout à fait. Bon, ben en tout cas, moi, ça a été un plaisir de pouvoir échanger à nouveau, avec toi. Est-ce que, bah, peut-être rappeler les moyens pour lesquels les auditeurs peuvent soutenir ton projet? Oui, bah, vous pouvez aller sur, le site, laruchequebec.com/cohabitation, où là vous retrouverez, ben, vous verrez la vidéo aussi qui redécrit un peu le projet. Et bien faite Heu, d'ailleurs aussi, hein, au passage. Je te l'ai pas dit, mais Merci. très bien faite. Donc vas-y, Et ben, je te laisse non, non, continuer. mais bah, justement cette vidéo, comme tu dis, elle est bien faite, mais c'est ça qui est marrant, c'est on en a pas fait, mais voir comment ça a été tourné, des fois on se rend compte que, bah, c'est du travail, c'est quand les choses sont bien faites, souvent elles paraissent faciles, mais ça cache tout le travail qui a été derrière, souvent. Mmh. Donc voilà, là-dessus, vous pouvez voir le financement. C'est écrit en dollars canadiens, pas en ca donc c'est, à peu près, 1 € égale, un dollar 50 canadien. Vous voyez aussi, dans les offres, les différentes contreparties et donc là, vous pouvez commander, les livres jeunesse, les formats en numérique, juste le tome 1 ou le tome 2 si vous voulez ou si en fait, il y a plusieurs options. Vous pouvez regarder et les décrire et contribuer si vous avez envie. Vous avez jusqu'au 3 décembre. Et en plus, Et ça donc tombe bien parce que qui dit décembre dit Noël. tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ça, on a le pack Noël. Après, par contre, vu que ce sera envoyé, on est dépendant de la poste, c'est-à-dire que, Ah bah oui, bien sûr, pour oui. tous les packs Noël sont des livres qu'on a déjà en stock et donc qui seront envoyés dès le 4 décembre. Après, Oh, ça on va peut pas relativement garantir vite. ça va relativement vite, mais après nous, on peut pas s'engager à ce que les personnes l'ont, parce que Bien sûr, ouais. on sait Mmh. pas. Ça, c'est dépendant du transporteur. Mais voilà, en effet, on en a un pack Noël et après, on a plusieurs packs, selon, les affinités de tout le monde.
Eh ben super, je crois que le message est passé. En tout cas, bah, moi, je vais pouvoir appeler directement aussi la personne dont je t'ai parlé. Comme ça, je pourrais apporter ma contribution. Je pense que je prendrai celui-ci. Si, comme je Ah vois bah, qu'il reste écoute, encore très trois bien. contributions, comme C'est ça. ça. Et donc, tu m'enverras une photo et je te mettrai dans une vignette. Tu auras ta tête immortalisée dans la bande dessinée. Ben, ça a été fait dans le tome 1. Il y a une page déjà dans Super. le tome 1 où il y avait des contributeurs qui sont maintenant immortels et qu'ils sont toujours dans le tome 1. Euh, et donc, vu que ça avait plu, je refais ça dans le tome 2. Donc, Eh c'est ben, génial. comment avoir son visage ou un ami. On n'est pas obligé de faire forcément soi à vie dans une bande dessinée. Eh ben, super. Merci beaucoup, en tout cas, de ton temps. Merci beaucoup de Ah, nous merci avoir Jordan. permis aussi de découvrir le monde de l'univers de cohabitation et surtout aussi bah, ton projet de vie perso et professionnel. En tout cas, toutes les informations, vous les retrouvez directement dans la description de la vidéo et dans la description aussi du podcast, parce que ça sera aussi du format vidéo et podcast. Donc, si vous écoutez comme ça dans votre voiture ou en train de faire votre sport ou dans votre baignoire, peu importe, et ben ensuite, prenez votre téléphone et regardez directement la vidéo, comme ça vous aurez les liens et vous pourrez vous rendre directement sur le site pour la contribution. Merci beaucoup Xavier. Merci Jordan. Et À puis bah, quant bientôt. à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ciao. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie, le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez le podcast sur votre application de podcast favorite. À bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie?